Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc on va parler des atmosphères planétaires et plus spécifiquement de ce qu'on peut faire avec une technique nouvelle, qui s'est beaucoup développée au cours des dernières décennies, qui s'appelle la spectro-imagerie à haute résolution. Et j'appliquerai cette technique à trois cas particuliers que je vais vous décrire. Un petit rappel d'abord de ce que peut attendre comme composition dans une atmosphère planétaire. Vous savez qu'on a les planètes telluriques qui sont près du Soleil, qui sont riches en éléments réfractaires, ceux-ci sont peu abondants, donc elles sont par définition petites et denses. Et pour ce qui est de leur atmosphère, si on s'en réfère à l'équilibre thermochimique, on attend le carbone sous forme de CO, il se combine avec H2O pour faire CO2, et l'azote sous forme d'azote moléculaire. L'hydrogène s'échappe parce que le champ de gravité des planètes telluriques est trop faible pour le garder. On a donc des atmosphères primitives qui sont dominées par CO2, N2 et H2O en abondance. Et l'une des questions majeures, je pense, de la planétologie, c'est de comprendre pourquoi elles ont évolué de manière si divergente. Les planètes géantes, en revanche, sont formées loin du Soleil, donc selon le scénario couramment accepté actuellement, elles se sont formées à partir de noyaux riches en glace, parce que la température est suffisamment basse pour que ces glaces soient piégées. Au-delà d'une dizaine de masses terrestres, il est possible d'avoir l'effondrement de la subnébuleuse environnante, formée d'hydrogène et d'hélium. Donc, on construit comme ça des planètes qui sont volumineuses et peu denses. On est à basse température, donc on attend, toujours selon l'équilibre thermochimique, le carbone sous forme de méthane, l'azote sous forme d'ammoniac. H2O, cette fois, est piégé par gravité, les planètes sont suffisamment massives. Donc, on a des atmosphères dominées par l'hydrogène, l'hélium et les petites molécules sous forme réduite. Et un problème qui se pose, dont je parlais tout à l'heure, c'est comprendre leur scénario de formation. Un mot sur la spectro-imagerie à haute résolution. C'est une technique qui a l'avantage de combiner la haute résolution spatiale et la haute résolution spectrale. Et dans le cas de la planétologie, elle permet de réaliser la cartographie de constituants mineurs dans les atmosphères planétaires. Donc deux techniques sont à développer ici. Dans le domaine millimétrique et submillimétrique, on utilise la spectro-hétérodyne à très haut pouvoir de résolution spectrale. Et par interférométrie, c'est-à-dire en utilisant un réseau d'antennes, on peut acquérir une résolution spatiale de l'ordre de la seconde d'arc dans le cas d'ALMA. Dans l'infrarouge, c'est différent. On utilise un spectrographe à longue fente qu'on met derrière un télescope. On fait défiler la fente le long du disque planétaire et en une quinzaine de minutes, on peut cartographier les disques planétaires. Alors, il y a assez peu d'instruments qui fonctionnent dans le thermique. Il y a VISIR au VLT et il y a deux instruments dont je vais vous parler, TEXES à l'IRTF à Hawaï et EXES sur l'avion Sophia. Il faut noter que c'est complémentaire des missions spatiales planétaires parce que ces techniques permettent de faire des disques instantanés. Donc on peut étudier les variations diurnes, ce qui est très difficile de faire quand on est en orbite autour d'une planète, parce qu'en fait la sonde est trop proche pour avoir une image globale de la planète. Alors je passe au premier cas de figure. La planète Vénus, donc vous savez qu'elle a une pression de 90 bars à la surface, une température de surface de 730 K, donc ce qui témoigne d'un effet de serre galopant. Pourquoi ? Tout simplement parce que Vénus, étant plus proche du Soleil que la Terre, a une température plus élevée au départ, et peut-être pas au début de l'histoire, mais très rapidement, ou à un certain stade, CO2 et H2O ont été tous deux sous forme gazeuse, en abondance, d'où un effet de serre colossal. Ensuite, avec l'échauffement, H2O s'est échappé, ce qui fait qu'il reste aujourd'hui une atmosphère quasiment entièrement de CO2, et aussi des produits soufrés dont je vais parler, avec une couche nuageuse épaisse d'H2SO4 qui cache la surface de Vénus. On sait par la sonde Magellan, qui a été lancée par la NASA dans les années 90, que la surface de Vénus est recouverte de volcans. Et ces volcans sont relativement jeunes. À l'échelle de la vie de la planète, c'est moins du milliard d'années. Et la question qui se pose, qui n'est pas encore résolue, c'est ce volcanisme est-il encore actif aujourd'hui ? Alors c'est très difficile d'aller voir sous les nuages, mais ce qu'on peut faire, c'est regarder ce qui se passe au-dessus. Et
Donc, dans l'atmosphère de Vénus, on a sous les nuages des quantités abondantes d'SO2 et H2O qui sont transportées par convection jusqu'à un niveau où le SO2 est photodissocié. Il réagit alors avec H2O pour former H2SO4 qui condense et on a un cycle qui s'installe. Ensuite, SO2 au-dessus est fortement déplété, on s'en est rendu compte par les mesures, mais les mesures millimétriques ont montré que quand on va encore plus haut, on a une nouvelle source de SO2 au niveau de 100 km. Donc il est très intéressant d'observer à la fois en millimétrique pour tester ce qui se passe à 100 km et en infrarouge thermique pour regarder ce qui se passe au niveau des nuages à 70 km. Alors, je vais commencer par présenter une observation qui a été faite avec ALMA au début de la mise en service de ce réseau d'antennes. On était en novembre 2011, c'était le tout début. Nous avons observé donc la planète Vénus, c'est le disque que vous voyez là, dans 3 transitions, SO, SO2, HDO, à une longueur d'onde de 0,8 mm, et pendant 2 jours d'intervalle. Alors les cartes ne sont pas fameuses parce que les transitions sont assez faibles, mais on voit quand même nettement que, premièrement, c'est très inhomogène, et deuxièmement, ça varie fortement d'un jour à l'autre. Les cartes de SO sont meilleures que celles de SO2 simplement parce que la transition est plus forte. Et pour l'instant, on n'a pas l'explication de ces variations journalières, disons. Dans le cas d'HDO, traceur de H2O, on a aussi de très fortes variations, comme vous voyez là, mais là, il est possible que ces variations d'H2O soient associées à la température de la haute mésosphère qui varie beaucoup. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors ensuite, nous avons entrepris une campagne d'observation en infrarouge cette fois, avec un spectro-imageur que vous voyez là, à l'observatoire de Mauna Kea à Hawaï, qui fonctionne entre 5 et 25 microns, avec un pouvoir de résolution proche de 10 puissance 5, et une résolution spatiale de l'ordre de la seconde d'arc. Nous avons fait 6 campagnes entre janvier 2012 et janvier 2016, donc il y a juste 2 mois. Très vite, à la première observation, nous nous sommes rendus compte que H2O et SO2, paradoxalement, je dirais, avaient un comportement extrêmement différent. Vous voyez là un spectre, le genre de spectre que nous utilisons, donc un spectre qui présente à la fois des transitions de SO2, de HDO et de CO2 comme référence. À partir de ces spectres, on fait des cartes et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'à 2 jours d'intervalle, HDO varie pratiquement pas et est très homogène sur le disque. En revanche, SO2 présente des variations extrêmement fortes sur le disque et aussi d'un jour à l'autre. Donc, c'était un peu une surprise parce qu'on s'attendait à ce que les 2 molécules soient couplées dans la formation et l'évaporation de H2SO4. Donc, nous nous sommes attachés à essayer de déterminer la durée de vie de SO2, sachant que SO2 est une molécule dont la durée de vie photochimique est très brève par rapport à H2O. Alors, voici des exemples qui montrent que si on fait des cartes à 2 heures d'intervalle, eh bien, on observe des structures qui suivent la rotation des nuages. En fait, vous savez que les nuages de Vénus sont animés d'un mouvement de rotation avec une période de 4 jours. 2 heures à une période de 4 jours, ça fait un déplacement de 7,5 degrés, ce qui fait à peu près le quart de la distance que vous avez ici entre 2 méridiens. Et vous voyez que c'est assez bien vérifié ici, assez bien vérifié là aussi. Là, c'est un peu moins net. Et je dois dire aussi qu'on ne voit pas ça dans tous les cas. C'est-à-dire que ceci nous fait penser que la durée de vie des structures de SO2 sont de l'ordre de 2 heures, mais pas tellement supérieures. Ensuite, nous avons regardé les variations à long terme, avec une échelle ici qui est constante. Le SO2 maximum ici, c'est 300 ppb. Donc, avec cette même échelle constante, voilà les cartes qu'on obtient. Et vous voyez qu'on a des variations considérables entre février 2014. L'abondance globale de SO2 est 10 fois plus faible que ce que nous avons vu en janvier, il y a 2 mois. Alors, que se passe-t-il si on prend HDO, traceur de H2O ? Eh bien non, on a des variations, certes, mais les variations ne sont que d'un facteur 2 globalement. Et si on met tout ça sur un même graphe, eh bien, on voit en bleu ici donc HDO, en rouge SO2. Alors, en rouge, on retrouve ici les variations d'un facteur 10 entre février 2014 et janvier de cette année.
Mais si on regarde H2O, on a l'impression que c'est beaucoup plus constant, à une exception près, ou deux exceptions près, qui sont ces points. Or, ces points correspondent justement au terminateur du soir, c'est-à-dire l'après-midi et la soirée, où la température de la mésosphère a des chances d'être supérieure à ce qu'elle est le matin. Donc, nous soupçonnons qu'il y a un effet de température, et nous espérons mettre ça en évidence à la fin de l'année, où nous aurons, j'espère, une nouvelle observation qui correspondra à nouveau au terminateur du soir. Ça, c'était pour Vénus. Je passe au deuxième cas. Jean-Pierre vous en a parlé, donc je vais passer vite ici. Vous savez bien que Mars est donc plus froide, plus petite, donc avec un champ de gravité plus faible, une faible activité interne, donc une atmosphère très ténue et variable. Mais on le sait, donc l'eau liquide a coulé dans le passé, nous en avons différentes preuves. Et une question qui se pose, c'est peut-on estimer la quantité d'eau primitive sur Mars? Et nous avons, on en a parlé un petit peu avant, nous avons un diagnostic qui est le rapport d'Essurach. Pourquoi? Parce que lorsque l'eau s'échappe, la molécule HDO un peu plus lourde s'échappe un peu plus lentement, donc accumulée sur la vie de la planète, on a un enrichissement de HDO sur H2O qui nous permet d'avoir accès au taux d'échappement de H2O. Ceci a été réalisé depuis longtemps déjà par Toby Owen et ses collègues qui avaient mesuré globalement un enrichissement d'un facteur de l'ordre de 6 à un facteur de près. C'est cette mesure que nous avons reprise, mais nous avons fait une carte parce qu'en plus, la cartographie nous donne accès à une autre information, c'est l'étude du cycle de l'eau, parce que vous savez qu'il y a un fractionnement dû à la condensation différentielle, le deutérium étant enrichi en phase de glace par rapport à la phase gazeuse. Donc, on peut étudier le cycle de l'eau en mesurant les cartes de Dessurach. Pour mesurer Dessurach, il fallait avoir des raies à la fois de H2O et de HDO, et pour cela, nous avons utilisé l'avion stratosphérique SOFIA, qui est un Boeing équipé d'un télescope de 3 mètres, qui permet d'observer donc à des altitudes de 11 km. Et nous avons utilisé l'instrument XS, qui n'est rien d'autre que la copie de l'instrument XS, qui est en opération depuis 2014. Nous avons eu la chance d'avoir une observation il y a exactement 2 ans, dans la phase de commissioning en fait, et par chance, le diamètre de Mars faisait 15 secondes d'arc, c'est à peu près son maximum, et par autre chance, nous étions proches du solstice d'été, qui est une condition idéale parce que l'eau est maximale dans l'hémisphère nord, minimale dans l'hémisphère sud. Donc voici la carte de Dessurach que nous avons obtenue. Nous avons obtenu une valeur intégrée qui est de 4,4 fois la valeur terrestre. Mais ce qui est intéressant par rapport aux mesures d'autres collègues que vous voyez en dessous ici, qui ont été publiées quelques mois avant, c'est que nous avons une distribution plus uniforme en latitude. Et nous n'avons pas l'excès très fort que nos collègues ont mesuré, à partir duquel ils avaient déduit des abondances de l'eau très élevées dans le passé de la planète. Donc nous en sommes là. Ce qu'il faudrait évidemment, c'est refaire cette mesure pour d'autres saisons, pour avoir une vision intégrée de la valeur de Dessurach intégrée sur le cycle saisonnier. Nous venons d'avoir un nouveau vol, il y a 1 semaine exactement, avec une valeur un peu différente de LS, et nous espérons poursuivre ce programme. Et troisième et dernier exemple que je vais vous présenter, c'est le mystère de l'origine de Jupiter. Jupiter, donc, nous savons depuis l'année 95, à l'époque de la mission Galileo, la sonde Galileo a pénétré en profondeur et elle a mesuré les abondances des éléments. 5 minutes. Très bon. Elle a trouvé que, en fait, la plupart des éléments étaient enrichis d'un facteur 3 ou 4, ce qui était en parfait accord avec le modèle de formation, parce que si vous partez d'un modèle d'une douzaine de masses terrestres avec des éléments lourds, vous ajoutez 300 masses terrestres de gaz, vous mélangez tout ça, ça vous fait un enrichissement d'un facteur 3 ou 4 exactement. Mais le problème, c'est que certains points, celui-ci en particulier, étaient clairement différents. Cela, on a une explication, l'hélium et le néon. On a des raisons de penser par les modèles de structure interne qu'il y a un processus de condensation au sein de l'hydrogène liquide, au sein de la planète. Donc, on n'a pas trop de soucis avec cela. Par contre, pour cet oxygène-là,
l'idée qui a été émise, c'est que la sonde avait plongé dans une région qui n'était pas du tout représentative de l'ensemble de la planète, et que une région pauvre en condensable, et que donc cet oxygène n'avait pas valeur pour l'ensemble de la planète. Et c'est ce qui a motivé la mission Juno, lancée par la NASA en 2011, qui va s'approcher de Jupiter en juillet de cette année, avec comme objectif principal de mesurer l'oxygène dans les couches profondes. Et pour faire ça, ils vont mesurer le spectre radio à très grande longueur d'onde, jusqu'à des pressions de 10 ou 100 bars. Mais le problème qui se pose, c'est que le spectre radio dépend de H2O, mais il dépend aussi de NH3, encore plus de NH3, et également moins de pH3. Donc, extraire H2O du spectre ne va pas être facile. C'est pourquoi nous avons lancé une campagne d'observation, de cartographie de NH3 et pH3 sur Jupiter, en utilisant à nouveau l'instrument Texas à l'IRTF, à Mauna Kea, avec l'idée que si on cartographie ces molécules, qui sont des traceurs de la dynamique de Jupiter, on apportera des informations importantes pour l'interprétation des données radio. Et l'intérêt de Texas, c'est que, comme on travaille entre 5 et 25 microns, en observant à différentes longueurs d'onde, on sonde des niveaux différents. Donc en fait, on peut espérer reconstruire une cartographie 3D de ces molécules. Voilà, c'est un programme qui est en cours, qui va durer tout le temps de la durée de vie de Juno, c'est-à-dire vraisemblablement jusqu'à encore une année ou 18 mois. Et nous avons l'intention donc de poursuivre ces mesures. Et voilà, et je vais m'arrêter là, non sans remercier mes collègues qui ont fourni ces données essentiellement, Tommy Grataus et Matt Richter. Merci. Voilà. Des questions? Pardon, Jacques Lascar. Une question sur la cartographie de Jupiter. Quand vous faites la cartographie, ça prend combien de temps? Vous avez tout Jupiter d'un coup ou bien il faut prendre par petits bouts? On fait tout Jupiter. Oui, les scans sont très rapides parce qu'en fait, c'est parce qu'on ne travaille pas dans le mode à très haute résolution. Si on travaillait en mode très haute résolution, ce serait catastrophique, ce serait trop long. Donc on utilise un pouvoir de résolution de l'ordre de 15 000 et donc du coup on a une fente qui fait 60 secondes d'arc. Donc on fait tout Jupiter d'un coup et la carte dure 5 minutes. Donc c'est bien, on récupère toute la résolution en longitude. Une question, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Je suis surpris de voir l'extrême hétérogénéité à travers toutes les planètes des compositions chimiques, alors qu'on est parti d'un disque protosolaire, donc il y a plus de 4,5 milliards d'années, qui lui devait être relativement homogène en gaz, en ce que l'on veut. Comment peut-on expliquer que les planètes se soient constituées chimiquement de manière aussi différente à partir de quelque chose qui était beaucoup plus homogène? Ça nous ramène en fait à mes deux premiers transparents. Je ne sais pas si je vais être capable de les... Oui, si. En fait, si on a des planètes telluriques qui sont formées à température relativement élevée, vous avez du CO et du N2. En gros, soit vous avez CO ou N2, ou bien vous avez CH4 et NH3. Dans le cas des planètes telluriques, vous avez CO et N2. CO réagit avec H2O, qui est présent dans les deux cas, et ça vous donne CO2, N2. Et les trois planètes telluriques, effectivement, sont parties d'une composition vraisemblablement très semblable. CO2, N2, H2O. Dans le cas des planètes géantes, vous avez l'hydrogène qui est super abondant, et les autres molécules sous forme réduite, c'est-à-dire CH4, NH3, H2O, H2S, etc., pH3. C'est assez logique en fin de compte. Bon, c'est plus compliqué que ça, hein. Il y a des molécules qui sont hors équilibre. Mais au premier ordre, disons, on peut comprendre globalement les compositions atmosphériques comme ça. Juste un petit complément. Notre système solaire, il a quasiment rien à voir avec tous les systèmes stellaires que l'on a pu voir avec les exoplanètes. Parce que c'est toujours un Jupiter chaud qui est très proche. Oui. Alors là, on se retrouve avec des planètes telluriques qui ramassent tout un tas
de molécules, d'atomes, qui sont très différents des planètes gazeuses. Je ne comprends toujours pas comment ça a pu se faire. Alors, moi non plus, si vous y allez par là. Juste un petit commentaire de chimiste. Pour les chimistes, faire coexister pH 3 avec de l'eau, c'est quelque chose de très risqué sur notre planète actuelle. Et comment on arrive là-bas Alors, justement, pH 3 et de l'eau justement, sans faire des oxydes de phosphore ou absolument. d'acide phosphorique? On devrait avoir les oxydes en question, mais ce qui se passe, c'est que, enfin, ce qu'on pense, on était très surpris de trouver pH 3 sur Jupiter, parce que la thermochimie, l'équilibre thermochimique ne le prévoit pas. Et ce que l'on pense, c'est qu'on a des mouvements ascendants très rapides qui transportent en fait pH 3 sur des échelles de temps plus courtes que le temps de destruction de la molécule. C'est l'idée qui prévaut. Parce qu'on voit pH 3 sur Jupiter, on le voit sur Saturne, et on le voit plus fort sur Saturne que Jupiter, alors que les mouvements ascendants sont plus forts. Donc, mais c'est une hypothèse.